Benjerville, le premier marché de gros livré dans 24 mois. Dans cette édition, la cérémonie de pose de la première pierre. Enfin, commémoration ce soir du 53e anniversaire du décès de Malcolm X. Ce militant des droits de l'homme est assassiné le 21 février 1965 à New York, aux États-Unis. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour commencer ce drame à Bouaké, dans la région de Bouaké, une forte pluie est tombée la nuit dernière, faisant un mort et de nombreux dégâts matériels. Des habitations et autres infrastructures ont été endommagées. Allez, on s'intéresse à présent à un sujet plus heureux. Bientôt, un marché de gros dans la commune de Benjerville. Le marché Wadjé sera en effet livré dans 24 mois selon les promoteurs. Cet ouvrage ultramoderne situé dans le quartier Akandje va s'étendre sur une superficie d'environ 2 hectares. Les détails avec Dangui Dangui. Kofi Amouan Claudine est une habitante du quartier Akandje 2 dans la commune de Benjerville. Elle rentre du marché après un long périple. Le transport ici, jusqu'en Djamé, c'est un peu truc. Le temps de quitter, venir, vraiment, on ne peut pas vite finir la cuisine. Comme de nombreux habitants de ce quartier de Benjerville, la pose de la première pierre du marché Wadjé sonne comme la fin d'un calvaire. Ça me plaît beaucoup. En tout cas, ça va beaucoup nous arranger. Surtout le transport. Payer le transport ici, Benjerville, c'est quand même excessif. On préfère avoir un marché tout près d'ici pour pouvoir acheter ce qu'on désire et manger convenablement aussi. Si les commerçants de Benjerville regardent l'avenir avec beaucoup d'espoir grâce à la construction de ce marché, nombre d'entre eux ont quelques inquiétudes. Tout le monde n'a pas les moyens. On s'est engagé. Nous sommes très contents. Mais comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde pourra vraiment s'engager au niveau du prix? Vraiment, le prix n'est qu'à être abordable pour que nous autres, là, qui n'ont rien, là, on puisse accéder aussi pour acheter, pour pouvoir faire nos commerces. On a apprécié parce que sur Benjerville, on n'a pas un marché de gros. Ce marché va permettre d'alimenter tous les différents marchés de Benjerville sur la marchandise. La coopérative de gestion des vivriers de Côte d'Ivoire, promotrice de ce projet, et son parrain, le maire de Benjerville, se veulent rassurants. On a vu que Benjerville avait besoin d'un marché moderne, un marché de gros et demi-gros. C'est ainsi qu'on a fait la démarche auprès du maire et qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Le projet est porté par des femmes braves et nous avons toujours pensé depuis 2001 créer un espace où toutes ces productions de légumes, de tubercules puissent être centralisées afin d'être dispatchées dans les communes de Benjerville, de Cocody et d'ailleurs. Selon le promoteur, le marché Wadjé de Benjerville s'étend sur près de 2 hectares et sera à 2 niveaux avec entre autres 283 magasins, 720 étals, 2 banques et une infirmerie. Le marché devrait être livré dans 24 mois. Autre actualité, la langue maternelle est célébrée aujourd'hui. La journée internationale de la langue maternelle veut promouvoir la diversité linguistique et culturelle en Côte d'Ivoire pour favoriser l'apprentissage des langues maternelles. Une maison d'édition produit et diffuse des syllabaires. Les explications de Franck Quadio. Agi qui signifie respect. On a le mot agban qui signifie plat de bois. Parler sa langue maternelle, un exercice pas toujours facile. Certains l'ont appris durant leur séjour au village, quand d'autres ne la parlent pas du tout. J'ai appris ma langue maternelle en allant dans les vacances au village. Voilà. Je parlais avec mes cousins et puis bon, c'est comme ça que j'ai compris, quoi. Je ne parle pas la langue maternelle avec mes enfants à la maison. L'Occident a pris le pas sur la tradition, ce qui fait qu'on ne fait que s'exprimer en français. La langue maternelle se transmet généralement par voie orale, or sa pérennisation s'impose. Mikal Drey, éditrice littéraire, se consacre depuis plusieurs années à la traduction par écrit de divers livres dans les langues ivoiriennes. Pour lire, parler ou écrire une langue maternelle, il faut selon elle maîtriser le syllabaire et la phonétique de nos langues. Nous utilisons l'alphabet phonétique international, c'est-à-dire l'alphabet qui est utilisé pour le français, pour l'anglais, pour l'allemand. Donc, vous avez le même alphabet. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas connaître ce que vous avez. En lisant
la partie française et en faisant la comparaison avec la partie qui est en face, parce que c'est la même histoire qui est racontée de deux côtés. Vous avez votre vocabulaire, vous avez la grammaire et vous avez tout ce qu'il vous faut pour parler votre langue. Dans cette librairie située au plateau, on y trouve des livres dans 33 ethnies de la Côte d'Ivoire. L'on peut également bénéficier de cours d'alphabétisation en langue pour allier parler et écrit. L'alphabétisation, c'est la clé, effectivement, de l'apprentissage de nos langues. Parce que pour nos langues qui sont taxées d'être des langues orales, aujourd'hui, avec le travail des spécialistes et des linguistes, nos langues ont été décrites. Elles peuvent s'écrire et se lire. Lauréate du prix international UNESCO d'alphabétisation en 2013, Michael Drey s'est assigné comme mission la promotion des langues ivoiriennes à travers le monde. La journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque 21 février, est pour l'UNESCO l'occasion de mettre l'accent sur la diversité linguistique comme élément clé pour le développement durable. Le Tchad dénonce les agressions de journalistes. Il n'y a eu en effet aucune parution de journaux aujourd'hui dans les kiosques. Cette journée sans presse a été décidée par l'Union des journalistes tchadiens. George Weah, actuellement en visite présidentielle en France, le chef de l'État libérien a prononcé un discours autour des défis de l'éducation. Autre chantier qui attend le président libérien, le droit de la terre. Cette question est au centre des conflits entre les communautés rurales et les entreprises qui exploitent les concessions au Libéria. Dans ce champ au nord-ouest du Libéria, de jeunes palmiers à huile se dressent à perte de vue, en lieu et place de ce que les habitants du village voisin espéraient être une clinique ou une école. Ils appartiennent à la compagnie malaisienne Sim Darby, l'un des 4 grands producteurs d'huile de palme opérant au Libéria. Nous les avons priés de nous laisser cette parcelle de terre pour notre développement. On négociait sur la nature du développement et puis ils ont dit qu'on devait leur envoyer une lettre. Entre-temps, Sim Darby avait déjà planté d'autres arbres sur la parcelle. Au Libéria, l'immense majorité des terres appartient par défaut à l'État, qui peut octroyer des concessions à des compagnies pour en exploiter les ressources. Pour ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, qui se relève lentement de 14 années de guerre civile, les taxes issues des exportations des palmiers, du fer et du caoutchouc représentent une manne importante. Mais les contrats, souvent opaques, sont parfois source de litiges avec les populations locales qui vivent sur ces terres et les exploitent depuis des générations et sont souvent mis devant le fait accompli. L'accord a été signé au plus haut niveau par nos députés et nos sénateurs. Un projet de loi censé réglementer ces pratiques est dans les tuyaux depuis 4 ans. Ces communautés occupent les terres depuis très longtemps et elles pensent déjà en être propriétaires. Or, d'un point de vue légal, la terre ne leur appartient pas, ils la squattent seulement. Donc cette loi cherche à donner à ces gens-là la terre qui leur revient de fait. Plusieurs fois bloquée et amendée, cette loi, si elle est adoptée, marquerait une première étape dans la résolution du conflit. George Weah, le nouveau président, s'y est engagé. Un projet expérimental se développe en France. Ce programme baptisé Rexcore vise à construire 4 villages sous-marins en béton. Un chantier hors norme, dans un décor de carte postale. Dans le parc national des Calanques, on immerge des monstres de béton. Le but de ces récifs artificiels, faire revenir la faune marine qui a longtemps fui cette zone où se déversaient les eaux usées de la ville de Marseille sans aucun traitement. On crée de l'habitat avec ce qu'on appelle les roselières, nos modules qui vont être déployés dans la colonne d'eau avec les bouées qui vont vraiment monter 3 mètres au-dessus du récif. Et ces cages en inox qui sont remplies de débris coquillés, de coquilles d'huîtres. Et qui vont permettre de créer un refuge et un habitat pour des petits poissons. L'opération vise à construire 4 villages sous-marins de béton.
300 tonnes de récifs artificiels, comme on en installe sur de nombreux sites côtiers à travers la planète. Mais ceux-ci sont spécialement calibrés pour étudier le retour de la vie en eau trouble. Toute la question est là de cette expérimentation. Quelles sont les fonctions écologiques qu'on peut retrouver dans cet habitat urbain, dans cet habitat qui est impacté par l'homme, où l'homme a laissé son empreinte, mais où l'homme aussi essaie d'aider la nature à retrouver ses droits. Pendant des années, ce conduit a été surnommé l'anus de Marseille. Il existe aujourd'hui une station d'épuration, mais les eaux restent polluées au PCB, métaux lourds et autres résidus d'anti-inflammatoires. Pour cet ancien biologiste marin, réintroduire les poissons à cet endroit est une hérésie. Immerger des récifs alvéolaires ou artificiels, etc., c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'il faut le faire quand le milieu est assaini. Or, dans le cas des calanques, le milieu n'est pas assaini, c'est un milieu pollué. Ça représente un gaspillage d'argent. Dépenser 1 million d'euros pour cette affaire-là, il aurait fallu commencer à alimenter un budget pour rendre performante la station d'épuration de Marseille. Les biologistes espèrent qu'à terme, toutes les espèces retourneront dans les calanques. Des plongées de comptage des poissons sont prévues pendant 3 ans, même si leur retour pourrait prendre plus de temps. Un tout autre sujet à présent. Comment apprendre à survivre sans eau et nourriture dans la jungle thaïlandaise? Attention, ces images peuvent choquer. Des soldats thaïlandais et américains sont soumis à des exercices déconcertants. Ces militaires boivent du sang de cobra, mangent des tarentules et scorpions vivants. Il fait partie des leaders de la cause noire aux États-Unis. Né Malcolm Little, il adopte le pseudonyme de Malcolm X lors de son passage au sein du mouvement intitulé Nation de l'Islam. Le 21 février 1965, Malcolm X est abattu par plusieurs tireurs lors d'un meeting à New York. Mais pourquoi un tel acte? Ami Koulibaly. Malcolm X, né Malcolm Little, de son nom musulman, Malik El-Shabazz, l'un des grands noms de la lutte pour la dignité des Noirs aux États-Unis. Le leader nationaliste noir américain a été touché de 4 balles le 21 février 1965. Le drame s'est déroulé dans une salle de bal de Harlem à New York, l'Audubon, lors d'un meeting de l'organisation nationaliste qu'il a fondée en 1964, après avoir quitté les Black Muslims. 3 hommes sont jugés et condamnés en 1966 pour ce meurtre. Mais des zones d'ombre et des doutes subsistent concernant les faits, les coupables, jugés et non, l'enquête policière et ses conclusions et une probable trahison dans l'entourage de la victime. Règlement de compte entre factions rivales pour la police, assassinat politique pour certains militants, haine de ses anciens compagnons musulmans pour d'autres. Au moment de son assassinat, le dirigeant religieux et politique est considéré comme un démagogue raciste qui est mort de la violence qu'il a lui-même prônée. C'est après sa mort, à la parution de son autobiographie, qu'il est réhabilité. Il est devenu et reste une icône de la culture populaire afro-américaine et de la culture révolutionnaire. La police new-yorkaise a inculpé le 21 février 1965 un jeune noir de 23 ans, Talmadge Hayer, accusé d'avoir tué le leader avec un fusil à canon tronqué, répandu dans la mafia sicilienne. Hayer, lui-même blessé à la cuisse par un adepte de Malcolm X, avait été admis dans l'après-midi à l'hôpital. Son agresseur, Ruben Francis, a été inculpé pour port illégal d'un revolver. 5 suspects, peut-être davantage, seraient impliqués dans ce tragique règlement de compte. Malcolm X se sentait menacé par les Black Muslims, dont il était jusqu'en 1964 le dirigeant le plus en vue à côté d'Elijah Muhammad. Le 14 février 1965, 3 bombes incendiaires avaient été lancées sur sa maison. Il en est sorti indemne, ainsi que sa femme et ses filles. Le 30 janvier 1965, il avait déclaré à un journaliste de Chicago qu'il avait fait une liste des individus qu'il soupçonnait de vouloir le supprimer. Ils vont tenter de me tuer. Ils sont obligés de le faire. Et ils essaieront de le faire en public. On affirme qu'à la réunion du dimanche 21 février 1965, il s'apprêtait à révéler les noms de ceux qui avaient, 8 jours auparavant, placé une bombe dans sa maison. Il aurait écrit ces noms sur une feuille de papier que sa veuve aurait subtilisée de sa poche immédiatement après l'assassinat.
Mais saura-t-on jamais ce qui s'est passé ce soir-là à Harlem? Très bonne soirée à tous sur RTI2.